Bonsoir, et donc nous avançons encore un peu plus dans notre ESMO 2022 décrypté par Gustave Roussy. J'ai le plaisir d'avoir avec moi le professeur Benjamin Besse et le docteur David Planchard qui vont nous faire le point sur l'actualité en oncologie thoracique. Merci Laurence. On va commencer par l'immunothérapie dans les tumeurs thoraciques. Mais avant de parler d'immunothérapie, quand même un point sur une très belle présentation en présidentielle par Swanton sur la carcinogénèse, en particulier peu comprise des non-fumeurs. Alors vous savez que les non-fumeurs, c'est 10 à 15% de nos patients, et la première anomalie moléculaire que l'on trouve, c'est EGFR. Et c'est autour d'EGFR qui a été un peu cette présentation. Alors la première chose, c'est de se dire, si on regarde la carte de la pollution dans le monde, elle correspond un peu, pas parfaitement, mais un peu avec la distribution des mutations EGFR qui sont, vous le savez, peut-être très prévalentes en Asie. La deuxième chose, c'est de se dire, quand on regarde des séries autopsiques de personnes sans cancer et que l'on analyse les poumons, plus de 50% de ces poumons contiennent des mutations CARAS ou EGFR sans qu'il y ait de cancer. Et on ne sait pas pourquoi ces mutations sont là. Et c'est important de dire que dans cette démonstration, la pollution n'est pas la cause de ces mutations. Par contre, la pollution induit comme un booster et va transformer ces cellules mutées en cellules tumorales, en particulier via des phénomènes inflammatoires. Et on a beaucoup parlé de l'IL-1 bêta. Donc, démonstration très intéressante et très élégante. Et bien sûr, on parle de carcinogénèse. On va bien sûr parler de prévention. La discussion a été faite de façon extrêmement brillante par Suzette Delaloge parce que, si l'on comprend, il y a une intervention possible plus tard. Alors, revenons sur l'immunothérapie. Aujourd'hui, nos patients sans anomalie moléculaire sont traités par immunothérapie, la plupart par chimio-immunothérapie, avec deux études un peu princeps, avec le pembrolizumab, l'étude des non-épidermoïdes, la CheckMate 189, et la 407 pour les épidermoïdes. Regardez, des données avec un suivi de l'ordre de 60 mois. On a à 5 ans, 20% des patients qui sont encore vivants. C'est quasiment 2 fois plus que dans le bras contrôle. Donc, un effet très long terme de l'immunothérapie. CTLA4 n'a pas percé, en tout cas en France. C'est-à-dire qu'on le sait, nivolumab, ipilimumab à l'AMM aux US, pas en Europe. Par contre, chimio-ipi-nivo à l'AMM en Europe, mais n'est pas remboursé en France. Et on se demande encore quel est le réel impact de CTLA4. Et ce qui se dessine, c'est que peut-être le coup de boost de CTLA4 serait bon sur les populations de mauvais pronostic. Et dans le poumon, c'est typiquement les mutations STK11. Regardez le bras contrôle de cette étude, qui a 3 bras, parce que le bras rouge est le bras chimiothérapie. Et les deux autres bras sont chimio-durvalumab, donc un PDL1, ou chimio-durvalumab, trelimumab, donc PDL1, CTLA4. Et regardez dans le groupe des STK11, où clairement le bras contrôle et le bras durvalumab fait moins bien, on a l'impression que là, il y a un intérêt à rajouter le CTLA4. Même démonstration cette fois avec Ipinivo dans le sous-groupe des patients avec métastase cérébrale. Alors bien sûr, le bras comparateur est un bras chimio seul et pas un bras chimio-immuno comme chimio-pimbro que l'on utiliserait. Mais néanmoins un signal par rapport aux patients sans métastase pour dire le sous-groupe des patients avec métastase cérébrale et un sous-groupe de mauvais pronostic, peut-être que là encore, il y a un intérêt. Et on va y revenir, comment on pourra creuser ce sillon un peu plus tard. Une étude qui n'aura pas d'impact dans la pratique, mais très intéressante sur le concept, est l'étude DISCIPLE, qui est une étude qui s'est malheureusement arrêtée en cours de route parce que le doublet utilisé Ipinivo, tout seul, n'a finalement pas été enregistré en Europe. Donc l'étude s'est arrêtée, je dirais, à juste titre. La question posée était, j'induis par Ipinivo et à 6 mois, je randomise entre j'arrête Ipinivo et en cas de progression, je le réintroduis, contre, je poursuis Ipinivo jusqu'à progression. Donnée assez intéressante, petit effectif, 36 et 32 patients, mais regardez, le bras qui gagne, c'est le bras à 6 mois. Et le bras où l'on continue Ipinivo est moins bon, avec un taux de toxicité lié à l'immunothérapie bien plus élevé, et c'est peut-être ce qui explique ce déficit, mais cette différence. Mais je trouve que c'est une donnée assez intéressante sur nos stratégies plus tard, en particulier sur les doubles immunothérapies. Alors, quoi de neuf en immunothérapie dans le poumon ?
La mode aujourd'hui, c'est d'aller dans le néoadjuvant parce que on le sait, le néoadjuvant donne une réponse rapide avec la réponse pathologique, majeure ou complète. Et donc, avec des petits effectifs, on essaye d'avoir des signaux très précoces d'efficacité. Cette étude a testé nivolumab seul ou nivolumab plus relatlimab, qui est un LAG3 qui a montré un bénéfice dans le mélanome. Petit effectif, mais malheureusement, un critère de jugement principal qui est la faisabilité de la chirurgie. Bon, tous les patients ont été opérés, mais regardez surtout le taux de réponse pathologique complète ou majeure, à peu près 30% dans chaque bras, donc petite déception. Pas le sentiment que le LAG3 ici va beaucoup améliorer la situation. Même chose dans une étude dite basket ou plateforme, dans lequel ici le durvalumab, donc c'est en haut à gauche utilisé comme agent seul, est associé à différentes molécules, anti-CD73, anti-NKG2A, anti-STAT3. Et vous voyez que finalement, si la stratégie est très séduisante, quand on regarde ces waterfall plots, on n'est pas emballé par une association plus qu'une autre. Alors évidemment, c'est de l'évaluation très précoce. Les patients ne recevaient qu'une injection d'immunothérapie, mais simplement pour dire que sur le papier, c'est très séduisant, mais en pratique, je trouve qu'on a peu d'utilité sur lequel sera le vainqueur en phase métastatique. Alors un mot sur le MEDI 5752 que Laurence avait présenté à l'ASCO en monothérapie dans le cancer du rein et qui là est logiquement dans le cancer du poumon associé à la chimiothérapie. Alors une étude un peu complexe. Sur la gauche, une première phase avec 20 patients dans chaque bras randomisés. On randomise dans les non-épidermoïdes, pemetrexed carbo, le doublet classique de chimiothérapie avec pembrolizumab ou le MEDI 5752, cet anticorps bispécifique PD1 CTLA4. Et l'étude randomisée se fait avec une forte dose de MEDI, 1500 mg. Et on le sait par le rein, la dose est un peu toxique. Deuxième cohorte, cette fois indépendante non randomisée, on reteste le même doublet de chimio, mais avec un MEDI 57-52 à 750 mg. Et on a des données intéressantes. Alors, regardez, oui, 1500 mg, on a 70% des patients qui arrêtent le traitement pour les effets secondaires, alors que c'est 28% dans le bras Pembro et 20% dans le bras MEDI à dose intermédiaire. Donc peut-être, là encore, une dose intensité qui va être très importante à définir dans le poumon. Sur ce qui est de la PFS, c'est assez joli, avec peut-être un bénéfice pour le MEDI et donc le ciblage de PDL1 et CTLA4. Néanmoins, grosse prudence sur les petites phases 2 randomisées dans le poumon. Avec TIGIT, on avait des courbes encore plus belles, TIGIT plus atezolizumab, le tiragolumab, qui ont emballé les foules. Et puis, la phase 3 est négative. Mais parce qu'on a défini potentiellement des populations, comme on l'a dit, de mauvais pronostics qui pourraient avoir un bénéfice à l'ajout du CTLA4, on pourra peut-être mieux développer ces médicaments, par exemple dans les PDL1 négatifs ou les métastases cérébrales ou peut-être les mutations STK11. Pour ce qui est de la dose intermédiaire de MEDI, assez jolie, on a 49% de réponse, mais 40% pardon, de réponse qui est globalement superposable à ce qu'on avait vu avec le MEDI forte dose, mais moins de toxicité. Donc clairement un médicament qu'on suit. Et puis la dernière étude, c'est une étude chez les sujets fragiles. Donc vous voyez, la définition d'un sujet fragile, c'est PS2 ou 3 ou PS1 avec un âge de plus de 70 ans et des comorbidités alors qu'on l'on définit évidemment, mais pour lesquels j'ai un tout petit peu de réserve parce que peut-être que c'est des patients qu'on aurait traités quand même par une bithérapie, en particulier avec Taxol hebdomadaire et Carbo, et là le bras contrôle et une monochimiothérapie. Donc je ne peux pas avoir une partie de moi qui se demande quand même si le bras contrôle n'a pas été sous-traité. Le bras expérimental, c'est une immunothérapie agent seul, la tezolizumab, quelle que soit l'expression de PDL1. Alors, on le voit, finalement, il y a quand même 75% de PS2. C'est des patients, les PS2, chez lesquels on propose cette double chimiothérapie, Taxol-Carbo.
peu de métastases cérébrales, quelques non-fumeurs, et puis la moitié des patients qui ont un PD-L1 négatif. Malgré les métastases cérébrales et le PD-L1 négatif, vous voyez, avantage en survie globale à atezolizumab. Cette étude va conforter probablement l'utilisation d'une mono-immunothérapie. À mon avis, elle ne va pas assez loin. Il va falloir qu'on définisse mieux les bras contrôle. Peut-être que monochimio plus immuno ferait mieux. L'abandon de la chimio dans cette population fragile est, à mon avis, toujours une question qu'il faudra réfléchir. Et j'ai terminé pour ma partie. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, on prendra toutes les questions pour l'oncologie thoracique à la fin. Et donc, on va enchaîner sur le versant plutôt thérapie ciblée. On va faire thérapie ciblée et puis un petit peu d'ADC, cancer du poumon. Donc, quid de ce qu'on a eu sur l'ESMO. Première étude que je vais vous montrer, qui est l'étude Apple, une très belle étude de l'ERTC qui a été montrée par notre collègue Jordi Raymond, qui est une étude assez pragmatique, qui est de se dire chez ces patients en première ligne, muté EGFR, mutation activatrice, 3 bras, un bras standard qui sera actuellement l'osimertinib, et puis 2 bras pour lesquels on fait de la séquence thérapeutique. On commence par le gefitinib, sachant que la différence entre ces 2 bras, vous avez le bras B sur lequel vous allez faire un monitoring avec de l'ADN tumoral circulant, et si le patient développe la mutation de résistance T787M, à ce moment-là de les passer sous osimertinib, versus le bras C, que le bras standard pour lequel vous suivez les patients avec un bilan radiologique et vous les squeezez par l'osimertinib uniquement en cas de progression, critère RECIST radiologique. Alors, est-ce qu'on fait du monitoring sur le plan biologique et moléculaire? Quand on compare les 2 bras, donc le bras B et le bras C, vous voyez que dans le bras B, globalement, 68% des patients ont progressé et reçu de l'osimertinib. 75% c'était un switch dû aux critères radiologiques et 25% dû aux critères sur le plan moléculaire positif en ADN tumoral circulant. Et puis le bras C, les patients qui étaient switchés uniquement en cas de progression sur le plan radiologique. Objectif principal de regarder la survie, notamment à 18 mois entre les 2 bras. Le message est intéressant puisque globalement, il n'y a pas de différence sur le plan significatif. Vous voyez que les 2 bras montrent une médiane de PFS, 22 versus 20 mois. C'est à peu près ce qu'on a avec l'osimertinib en monothérapie. Donc, on voit que de faire de la séquence thérapeutique, changement radiologique ou changement radiologique en intervenant globalement sur un changement sur le plan moléculaire, à ce jour, finalement, fait pas mieux, fait pas moins bien. Donc, plutôt assez rassurant sur ce que peut faire. Mais ceci étant, on ne fait pas mieux que d'aller faire de l'osimertinib en première ligne. Et puis, quand on regarde les données de survie globale, eh bien, vous voyez qu'à ce jour, il n'y a pas de différence significative entre les 2 bras dans le cadre de cette étude. Et puis, il n'y a pas de différence significative, quelles que soient les analyses de sous-groupes. Donc, finalement, pour l'instant, une stratégie thérapeutique qui va confirmer, on va dire que si on veut être tranquille de faire de l'osimertinib, puisque finalement, on aura ces 19 à 20 mois de médiane de survie, si on fait de la stratégie, de la séquence thérapeutique, il y a toujours le risque que le patient, à un moment donné, n'ait pas accès à la 2e ligne thérapeutique, puisqu'il faut être T787M positif pour accéder à l'osimertinib, que ce soit sur une progression radiologique ou éventuellement une progression sur le plan moléculaire. On peut se poser la question peut-être d'avoir des sensibilités un peu plus importantes sur l'ADN tumoral circulant. On était avec le COBAS, qui n'est pas la technique la plus sensible à ce jour pour détecter la T797M. Donc peut-être que dans l'avenir, on peut faire mieux sur l'adaptation sur le plan moléculaire chez ces patients qui sont mutés EGFR, mais ça conforte finalement, j'ai envie de dire, d'aller faire de l'osimertinib d'emblée chez tout le monde à ce jour. La question ensuite, c'est de se dire quid des patients et de la progression. Une étude qui était une étude purement moléculaire sur laquelle les patients avaient des biopsies sur le plan séquentiel initial et à progression, de regarder notamment les mécanismes de résistance qu'on connaît bien maintenant, même dans les cadre de l'étude Flora. Simplement, il y avait une quarantaine de patients qui avaient des paires biopsies. Ce que ça nous confirme, c'est que le mécanisme de résistance principal, mutation EGFR C787S, dans à peu près 15% des cas, et puis surtout l'amplification de MET, vous voyez, dans 17% des cas, post-osimertinib. Et dans ce cas-là, il faut avoir ces stratégies post-osimertinib d'aller bloquer, dans à peu près 15% des cas, l'amplification de MET. L'étude Insight 2, qui a été présentée par notre collègue Julien Mazière, qui était des patients pré-exposés à l'osimertinib, une amplification de MET, soit par des techniques de biopsie tissulaire et de fiche amplification, soit des amplifications liquides par des techniques de NGS qui permettaient de screener le patient et à ce moment-là de recevoir la combinaison osimertinib plus tepotinib, donc post-osimertinib en première ligne thérapeutique. Des très belles données en termes de taux de réponse, puisque vous voyez amplification centralisée sur tissu, 54% de taux de réponse.
Amplification sur les analyses par liquide, par biopsie liquide en NGS, 50% de taux de réponse. Et puis, il y avait initialement une petite cohorte de patients, 12 patients, vous voyez, qui recevaient simplement du tepotinib en monothérapie, ce qui reste assez décevant, 8%. Donc, on voit bien que chez ces patients en progression, amplification de MET, eh bien, on continue l'osimertinib, puis on ajoute du tepotinib, et à ce moment-là, des taux de réponse qui sont quand même très jolis, waterfall plot, qui est quand même aussi très joli, quelle que soit donc la technique, analyse sur le plan tissulaire ou analyse au niveau liquide pour détecter ces amplifications de MET. Et donc, vous voyez, on est dans les 45% de taux de réponse. Durée objective de réponse qui était non atteinte. Et puis, des toxicités assez classiques. Osimertinib qui est bien toléré. Puis, toxicité avec les inhibiteurs de MET tels que le tepotinib avec des œdèmes au niveau périphérique. Et puis, éventuellement, des toxicités au niveau digestif. Vous voyez, des grades 1, des grades 2. En tout cas, une combinaison qui passe très bien. Donc, on peut imaginer effectivement d'avoir un nouveau standard chez ces patients MET amplifié, sachant qu'on a différentes études, vous voyez, qui avaient démontré finalement cette stratégie thérapeutique, notamment osimertinib plus salvolitinib, 49% de taux de réponse, et éventuellement avec un ADC anti-MET, le Telisovir, qui avait été montré à l'ASCO, 58% de taux de réponse, ou éventuellement l'anticorps bispécifique avec l'amivantamab, anti-EGFR, anti-MET, et puis on l'associe aussi avec un inhibiteur de troisième génération, le lazertinib, on est à 33%. Donc vous voyez que d'aller bloquer, eh bien, MET tout en continuant le blocage de l'EGFR, c'est la vraie voie stratégique post-osimertinib, donc potentiellement une deuxième ligne thérapeutique chez ces patients pour continuer à les traiter de façon ciblée. Et puis si on vient au stade un petit peu plus précoce, sur les stades complètement réséqués, les stades 1B, les stades 3A, on a eu il y a 2 ans l'étude ADORA, donc qui a positionné potentiellement l'osimertinib comme un traitement adjuvant, patient complètement réséqué, plus ou moins chimiothérapie adjuvante, et donc avec plus de 2 ans de suivi, ont été montrées ces données updatées lors d'un oral, qui confirment chez les patients stade 2, stade 3A, objectif principal, la survie sans récidive. Vous voyez à gauche, hazard ratio qui est à 0,23. Il y a 2 ans, en 2020, à l'ASCO, on était à 0,17. Donc on maintient de façon très claire un très joli bénéfice en faveur de l'osimertinib versus placebo. Les analyses de sous-groupe confirment qu'il y a un bénéfice sur l'ensemble des sous-populations. Une sous-population pour laquelle on pouvait avoir un petit doute, les tout petits stades, les stades 1B pour lesquels le bénéfice était un petit peu moins marqué il y a 2 ans, et bien vous voyez que ce bénéfice, avec un peu plus de temps, est plus marqué finalement en faveur de l'osimertinib, même sur les stades 1B finalement, sur la survie sans récidive. Une belle discussion qui a été faite par Sanjen Popat, qui était de regarder un petit peu ce bénéfice en fonction des stades. Donc c'est vrai que sur les stades 1B, on a l'impression qu'avec le temps, ça tire le bénéfice vraiment en faveur de l'osimertinib. On l'a aussi sur les stades 2 et sur les stades 3A. Ceci étant, on commence à voir un point d'inflexion des courbes de survie sans récidive quasiment à 3 ans. Donc potentiellement, quand on va arrêter l'osimertinib, où il y a plus d'événements, plus de récidives sur les stades 2 et les stades 3. Donc il va y avoir une vraie question. Ça va être important d'avoir plus de follow-up. On s'attendait qu'à ce moment-là, il y ait de la récidive à l'arrêt de l'osimertinib. Ça va être important de voir ce qui va suivre avec plus d'updates. Mais la vraie question, ça va être de se dire, est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà des 3 ans, finalement, chez ces patients en adjuvant, avec le risque de récidive à l'arrêt de l'osimertinib qu'on voit bien potentiellement sur les stades 3A. Et puis enfin, ce qui nous manque au jour d'aujourd'hui, c'est les données de survie globale qui sont pour l'instant totalement immatures, qui n'ont pas été montrées. Et puis la dernière chose dont on connaît l'osimertinib, c'est une très belle prévention sur le plan des métacérébrales qui se maintient, mais avec une petite inflexion aussi au niveau des 3 ans, tolérance qui est très bonne, pas de données de safety avec plus de recul. Les putations Caras et les G12C, c'est une vraie problématique avec des superbes drogues dans le cancer du poumon, sotorasib, adagrasib. On avait ces études de phase 1 et de phase 2, 37% de taux de réponse avec le sotorasib, des médianes de PFS aux alentours de 7 mois. On attendait les données d'une étude randomisée. On a eu l'étude, en tout cas la Codebreak 200, phase 3, sotorasib versus docetaxel chez des patients pré-traités qui avaient reçu au moins de la chimiothérapie et de l'immunothérapie, mutation activatrice Caras G12C, objectif principal la survie sans récidive, sachant que le nombre de patients a été diminué en cours d'étude, donc les données notamment d'interprétation de la survie globale sur les données des endpoints secondaires sont un petit peu plus difficiles. En termes de taux de réponse, oui, le sotorasib fait mieux que le docetaxel. Vous voyez, 28% versus 13%. Quid des résultats en termes de PFS? L'étude est positive. On bat le docetaxel chez ces patients pré-traités. Médiane de PFS, 5,6 mois versus 4,5 mois. Et ce qu'il faut regarder, vous voyez qu'à 1 an, la survie sans récidive, 24% versus 10% dans le bras docetaxel. Donc on double la survie sans récidive. À 1 an de traitement, ça positionne véritablement le sotorasib comme un nouveau standard thérapeutique post-chimiothérapie et immunothérapie
chez ces patients avec mutation KRAS G12C en termes de médiane de durée objective de réponse supérieure dans le bras avec le sotorasib. Et puis enfin la question, peut-être un petit peu le point de déception, c'est que pour l'instant, ça ne se traduit pas sur un bénéfice significatif en termes de survie globale. Attention encore une fois, le nombre de patients dans le cadre de l'étude ont été diminués, donc difficile d'interpréter de façon claire les données de survie globale, mais vous voyez que les médianes de survie sont comparables avec un taux de crossover de l'ordre de 34% avec le sotorasib. Et puis en termes de toxicité, il faut connaître les toxicités de diarrhée, de nausée et toxicité sur le plan hépatique avec le sotorasib. Les questions suivantes, ça va être de comprendre les mécanismes de résistance, essayer de faire remonter cette drogue en première ligne, probablement en association avec la chimiothérapie ou avec l'immunothérapie, mais des toxicités sur le plan hépatique. Et puis, il y a les compétiteurs qui arrivent avec des études également de phase 3. Je n'irai pas plus loin. Je terminerai juste avec une drogue, avec l'ADC, qui est l'anti-HER2, le trastuzumab deruxtecan. On avait ses premières données dans le cadre de l'étude de phase 2 non randomisée. Taux de réponse hallucinante et très joli, 55%. Il y avait des toxicités sur le plan pulmonaire, 26% de pneumopathie interstitielle. On a eu cette étude avec une réduction de dose. On est à 6,4 mg par kilo. On sait que dans le sein, on est plutôt à 5,4 mg par kilo. Donc, vous voyez, on randomise les deux niveaux de dose. On regarde l'efficacité et les profils de tolérance. Globalement, en termes d'efficacité, on est aussi efficace avec une dose inférieure, 57% de taux de réponse versus 42%. Et quand on regarde en termes de données de safety, avec en termes de pneumopathie interstitielle, moins de toxicité, 5,9% dans le bras faible dose versus 14% dans le bras, dose à 6,4%, 6 mg par kilo. Donc vous voyez qu'on est en train de confirmer qu'il faut probablement aller sur une dose de 5,4 mg par kilo. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer dans le poumon. Donc sur le GFR, on confirme vraiment l'osimertinib. Les analyses moléculaires potentiellement et les amplifications de MET, il faut vraiment les regarder post-première ligne. Pour les mutations KRAS G12C, le sotorasib qui nous arrive comme un standard thérapeutique. Et pour les HUR2, le trastuzumab qui devient aussi potentiellement un standard avec une approbation par la FDA avec une dose de 5,4 mg. On attend les approbations au niveau français. Pour l'instant, c'est une difficulté d'accès malheureusement au trastuzumab deruxtecan, mais vous voyez que c'est en train de continuer de bouger dans le cadre du cancer du poumon et notamment avec altération moléculaire. Merci beaucoup David d'avoir couvert toutes ces avancées aussi rapidement. Alors on va devoir avancer du fait du problème du temps. Juste peut-être un pourcentage. KRAS G12C, c'est quel pourcentage de cancer du poumon? KRAS G12C, si on regarde l'ensemble de la population, c'est 13% des cancers du poumon dans la petite cellule. Donc c'est aussi fréquent quasiment que les mutations activatrices de l'EGFR. Et HER2? Et sur les HER2, on est sur 3% des patients cancer du poumon, non la petite cellule. Super, et merci beaucoup à tous les deux. Pendant la pause, on vous attrapera pour quelques questions et on va faire le break pour on avance pour notre prochaine partie. Merci. Merci.